Ah, écoutez, les arbres nous voient, ça c'est sans aucun doute. Je ne dis pas qu'ils vous reconnaissent personnellement, mais s'il y a un être humain à côté d'un arbre, l'arbre le sait. L'être humain, on le voit. Les arbres communiquent entre eux par des parfums, des molécules volatiles, ou alors c'est souterrain et ça passe par l'intermédiaire de champignons qui sont dans le sol. Un des moteurs des changements climatiques, c'est la disparition des forêts. Vous savez que si cette disparition continue, si elle se poursuit, si elle s'accélère, alors c'est la survie de l'être humain qui va être en danger. Bonjour Francis Allais. Bonjour. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre attente. Et maintenant, on va faire notre interview avec vous pour toutes les plantes, tous les arbres avec votre passion. Vous êtes botaniste, biologiste, aussi président de l'association pour la forêt primaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de forêt de France et aussi des arbres, des plantes. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel est votre avis sur justement les incendies de cet été, parce qu'il y a 30 000 hectares qui sont brûlés. Je crois qu'il ne faut pas accuser le dérèglement climatique, parce que le coupable, c'est nous. C'est nous, parce que nous avons planté des monocultures de pin il y a à peu près 2 siècles, et planter des pins, c'est prendre des risques énormes avec le feu. Tout le monde sait bien que les pins, ça brûle très facilement. Par conséquent, nous allons devoir changer la gestion forestière et il sera meilleur de ne plus planter de monoculture de pins. On peut planter des pins, mais pas des monocultures. Voilà, il faut les mélanger avec d'autres espèces d'arbres. D'accord. Et pourquoi on a planté autant de pins, sinon? Écoutez, ça fait presque 2 siècles. Et à l'époque, on avait besoin des pins pour le papier, faire fabriquer le papier, et aussi pour des poteaux de mine. Et on avait besoin aussi de la résine des pins. C'était justifié à l'époque, mais maintenant, ça n'est plus justifié. Il faut trouver d'autres espèces. Et selon vous, quelle sera la conséquence pour les populations qui est impactée par les incendies? Les populations sont actuellement très inquiètes parce que c'est toute leur ressource qui est partie avec le feu. Il va falloir remettre des forêts et il va falloir que ces gens continuent à vivre avec les produits de la forêt. Ça va se faire, mais il faut attendre quelques années parce que les forêts, ça pousse lentement. Ah, ok. C'est-à-dire pendant quelques années, vraiment leur vie, leur quotidien quand même, c'est affecté. Oui, je pense que l'État français va devoir les aider financièrement, les dédommager. D'après vous, parce que vous êtes défenseur de la forêt primaire, est-ce qu'avec la forêt primaire, ce problème de dérèglement climatique peut améliorer? Ah, bien sûr, une forêt primaire, ça ne brûle pas. Ah oui? Ça ne brûle pas du tout? Non, parce que c'est extrêmement humide. Okay. Seulement, la forêt primaire, ça ne produit pas de bois non plus, puisqu'il n'y a pas d'exploitation dans la forêt primaire. Alors, ce n'est pas une solution à l'échelle de la France. C'est une solution à l'échelle d'un petit village, mais pas à l'échelle d'un pays. Ok. Et pourquoi vous voulez, parce que vous voulez créer justement une forêt primaire en Europe? C'est ça, dans l'ouest de l'Europe. Parce que je voudrais en créer une, parce que nous n'en avons plus. Et je trouve dommage que l'Europe n'ait pas de forêt primaire, alors que les États-Unis en ont, la Russie en a, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
tous ces pays-là ont des forêts primaires et l'Europe n'en a plus. Et l'Europe n'en a plus, c'est parce que on a détruit ou c'est quelle raison? Oui, 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 bien sûr. Et l'Europe a été peuplée avant les pays dont je viens de parler, donc la déforestation a été beaucoup plus rapide. Elle est faite depuis longtemps, la déforestation chez nous. Et Nous pourquoi? n'avons plus de forêt primaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire on a coupé trop tard ou c'est quoi? Oui, il y a la chasse aussi. Les animaux ont été tués et les meilleurs arbres ont été abattus pour le bois et donc il faut régénérer cette forêt. C'est ce que nous allons essayer de faire. Mhm. Et par exemple, la France, on dit en Europe, il y a plus de forêts primaires, et quand même, il y a beaucoup de forêts en France. Et pour vous, ça va pas de toute façon avec les forêts, on dit secondaires, c'est ça? Secondaires, c'est ça. Nous avons en France des forêts secondaires. Ça ne remplace pas les forêts primaires. C'est beaucoup moins humide et c'est capable de brûler, les forêts secondaires. L'année 2022 a été particulièrement dramatique dans le domaine des feux. Mhm. Mais quelle est la situation générale en France, c'est-à-dire au niveau de forêt? Nous avons une situation qui est assez bonne. Il faut faire attention à ne pas confondre les plantations d'arbres avec des forêts. On nous dit que la France a beaucoup de forêts. En réalité, c'est surtout beaucoup de plantations d'arbres. Et les arbres, ce sont des conifères des États-Unis. Voilà, c'est pas une bonne solution. Nous devons refaire une forêt primaire avec des espèces européennes. Mais les animaux vont revenir. Si on arrête de les chasser, alors ils reviennent très rapidement. Mais notre projet à nous, ça sera aussi une manière de stocker de très grandes quantités de carbone, puisque les arbres qui vont tomber dans la forêt primaire, on les laisse au sol, donc le carbone qu'ils contiennent retourne dans le sol. On a des sols très riches et très riches en carbone. Ok. Et vous avez déjà trouvé de l'emploi parce que pour votre forêt, il faut 70 000. 70 000 hectares. Ouais. Donc, vous avez déjà trouvé cet espace? Oui, oui, on a trouvé plusieurs endroits de 70 000 hectares. Nous attendons maintenant une décision politique pour savoir dans quel site nous allons nous installer. Donc, c'est l'Union européenne, normalement, qui doit nous donner accord? C'est d'abord le gouvernement français et également l'Union européenne. Ils travaillent ensemble sur ces questions. Et j'ai vu aussi un reportage. Dans le reportage, il a dit qu'il y a eu une hausse importante de demande sur le chêne français. Et 80% de la demande qui vient de la Chine. Et apparemment, c'est parce que la Russie a décidé de stopper ses exportations et aussi la Chine souhaite préserver ses forêts. Et ben, du coup, la France va répondre à toutes les demandes mondiales. Que pensez-vous de ça? C'est impossible. Non, on a envoyé beaucoup de chênes dans votre pays, mais sur le long terme, ça n'est pas la bonne solution. Rien n'empêche que les Chinois fassent pousser des chênes. Vous avez d'ailleurs des chênes chinois. Pas assez. Pas assez, mais c'est une question de les faire pousser. C'est pas très compliqué. Mmh. Ça demande du temps, c'est vrai. C'est le temps qui va manquer. D'accord. Et ça prend combien de temps en général pour la chêne? Un chêne, il faut au moins 3 siècles. 3 siècles? Oui. Ah oui, ça prend du temps quand même. Et ben, c'est pas des arbres qui poussent très vite. Hein. Ce ne sont pas des arbres tropicaux. Je pense que dans la partie tropicale de la Chine, le Yunnan, vous pourriez faire pousser des arbres à croissance très rapide. Il y en a déjà d'ailleurs. Et par rapport à justement les plantations,
tout à l'heure, vous dites que vous n'êtes pas Oui, vraiment pour les plantations massives dans les forêts. oui, c'est vrai parce que il n'y a pas de biodiversité dans les plantations d'arbres. C'est normal puisque il y a très peu de faune, puisqu'il n'y a qu'une seule espèce d'arbre. Donc sur le plan de la biodiversité, c'est mauvais. Et puis sur le plan de la fixation du carbone, c'est mauvais également, puisque quand les arbres sont devenus gros, on les abat et on les sort de la plantation. Donc on appauvrit les sols. Je ne suis pas opposé aux plantations, mais je ne voudrais pas qu'on les confonde avec des forêts. Ce ne sont pas des forêts. C'est un système agricole. Voilà. Ok. Donc, selon vous, en France, il y a combien de forêts alors par rapport aux forêts dans vos yeux et par rapport aux forêts officielles annoncées? La moitié de la surface totale comptée comme forêt actuellement, c'est pas des vraies forêts, c'est des plantations. À peu près la moitié. Ah, ok. Et ça augmente très vite. Ok. Donc, c'est parce que justement, on fait trop vite pousser les Oui, arbres. c'est ça, c'est ça. Mhm. Exactement. Ben, la conséquence, c'est que les coupeurs, les exploitants forestiers, ils gagnent beaucoup d'argent, mais notre écologie ne doit pas se dégrader. Mhm. Voilà. Donc il faut tenir compte aussi de l'écologie, pas seulement de l'économie. Mais d'après vous, c'est quoi le vrai sens de l'écologie? Écoutez, dans mon domaine, le maximum de qualité écologique, on le trouve dans des forêts primaires. Là, c'est le maximum de fixation du dioxyde de carbone, c'est le maximum de stockage du dioxyde de carbone, c'est le maximum d'alimentation des nappes phréatiques, des nappes d'eau souterraines, c'est le maximum de biodiversité, c'est le minimum de pollution. Et j'ajoute quelque chose qui m'intéresse personnellement, ce sont les plus belles forêts, les forêts primaires. C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée, on n'a jamais coupé les arbres et on n'a jamais chassé. On a pu le faire dans le passé, mais si un temps suffisant s'écoule, la forêt primaire revient. Seulement c'est très long, c'est plusieurs siècles. C'est-à-dire maintenant, si vous allez créer une forêt primaire, ça Oui, va, pour que ça fonctionne, il faut attendre 500 ans? un peu plus. Et c'est pas un choix, c'est la rapidité avec laquelle pousse une forêt. Si vous plantez des résineux pour faire du bois, ça peut pousser beaucoup plus vite. Mais alors, c'est pas une forêt. Voilà. Et ça peut créer un changement radical? Ah, mais un changement du climat sur la région considérée, oui, oui, bien sûr. Beaucoup plus de pluie et surtout beaucoup plus de jours de pluie dans l'année. La forêt, elle est capable d'attirer la pluie. Et Ok. c'est de ça que nous avons besoin avec le dérèglement climatique. Ok. Et donc, ce forêt primaire que vous voulez créer, le coût, c'est quoi? C'est important ou ça va? Le coût, le Ouais, prix, vous voulez dire? ouais. Mais non, c'est pas cher, puisque dans la forêt primaire, on ne fait rien. On ne plante pas d'arbres, on n'abat pas d'arbres. Alors, ça ne rapporte rien, mais ça ne coûte rien. Ah. Ça peut même rapporter si ça intéresse les touristes. Et je pense que, avec l'exemple de la Pologne, les touristes vont être extrêmement intéressés. Les touristes et les scientifiques. Ok, donc c'est un bon plan parce que ça coûte rien et ça prend du temps. Mais Oui, voilà, ça prend du temps, mais laisser le temps passer, c'est pas compliqué et ça ne coûte rien. ok, ok. Et donc pour vous, un vrai écologie déjà, si on peut laisser évoluer une vraie forêt primaire, c'est déjà bien. Mais oui, c'est ce qu'on appelle ici la libre évolution, l'évolution libre. C'est Mm. la forêt elle-même qui travaille et elle s'améliore d'année en année. Et vous,
Est-ce que vous pouvez communiquer avec les arbres? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne peux pas leur parler, ils m'entendent pas. Mais vous pouvez leur comprendre. On arrive à les comprendre, oui. Mais ça ne passe pas par la parole comme entre les êtres humains. Les arbres communiquent entre eux par des parfums, des molécules volatiles, ou alors c'est souterrain et ça passe par l'intermédiaire de champignons qui sont dans le sol. Mais ils communiquent très activement. Ah. Et vous pouvez comprendre leur communication. Oui, 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 ça je peux comprendre leur communication. Nous avons ici, près de la Méditerranée, là où je suis en ce moment, nous avons des forêts avec des cyprès. Les cyprès, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas parce que quand le feu arrive, la plante, l'arbre envoie dans l'atmosphère tout ce qui pourrait brûler. Donc quand le feu arrive, l'arbre ne brûle pas. Mais le plus intéressant, c'est que toutes ces molécules envoyées dans l'atmosphère, elles atteignent des cyprès qui sont encore très loin du feu, et eux aussi envoient dans l'atmosphère tout ce qui peut brûler. Ce qui fait que les cyprès ne brûlent pas. Voilà une communication entre les arbres. Donc ils traversent les parfums pour communiquer des informations pour protéger l'ensemble de. Oui, alors ça peut être des parfums, ça peut être aussi de façon souterraine, comme j'ai expliqué. Des champignons, ouais. Champignons, oui. Oui. Et par les champignons, comment, par exemple, vous pouvez faire un exemple, comment ils peuvent se communiquer pour protéger aussi l'ensemble? Eh bien, les champignons, ils font des associations avec les racines des arbres. Et donc, les différents arbres sont liés par le champignon et ils peuvent communiquer de cette façon. Si un arbre manque d'un ion minéral, ion potassium par exemple, eh bien ses voisins peuvent lui en envoyer par l'intermédiaire du champignon. De l'eau peut également être envoyée à des arbres qui en manquent par l'intermédiaire du champignon. C'est très très étudié maintenant. Dans le monde entier, il y a des laboratoires qui étudient ces questions. Par exemple, je me souviens, vous avez dit dans une interview, vous dites que les arbres sont plus intelligents que nous. Ça vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Les arbres, ils améliorent leur environnement tout le temps, sans cesse. Ils améliorent la partie atmosphérique parce qu'ils prélèvent le dioxyde de carbone et ils envoient de l'oxygène. Et ils améliorent la partie souterraine autour de leurs racines parce que cette partie souterraine est enrichie en carbone et donc elle est enrichie en animaux vivants et en champignons et en bactéries. Et plus il y a de vie dans un sol, plus il est riche en termes d'agriculture. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, pendant ce temps-là? Nous sommes en train de rendre notre planète inhabitable à cause de la pollution et des déchets. C'est pour ça, je pense que les plantes sont peut-être plus intelligentes que nous sur le long terme. En gros, ce que notre façon de faire, c'est en train de détruire notre sol. Enfin, en tout cas, appauvrir notre sol. Est-ce que vous avez proposé quand même de changer la direction de notre agricole ou d'autres notre... Oui, nous sommes très nombreux à proposer un changement dans les pratiques agricoles. Ce changement, ça porte un nom très important pour nous. Ça s'appelle agroforesterie. C'est-à-dire qu'on cultive avec les mêmes caractéristiques que la forêt. On réutilise dans l'agriculture des procédés forestiers. Et on arrête de détruire les sols. Et c'est en bonne voie en Europe, ça. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres sur la planète. Quel que soit le sol, même s'il est très pauvre, on peut trouver des espèces d'arbres qui voudront bien y pousser. Mais nous avons perdu des espèces d'arbres. Mais pas beaucoup. Quelques-unes seulement. Si vous comparez avec la diminution du nombre des espèces d'animaux,
Les arbres sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résilients. Nous perdons énormément d'espèces animales. Nous perdons rarement quelques espèces d'arbres, mais c'est beaucoup plus rare. Les plantes sont beaucoup plus résilientes que les animaux. Mais les animaux, c'est parce que c'est les hommes qui ont tués ou ils ont éliminé? Oui, absolument. C'est pas les hommes directement, mais c'est les produits chimiques que l'on utilise en agriculture. Les pesticides et les herbicides, et tout ça tue énormément d'animaux. Ah, surtout des insectes, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est possible maintenant, avec notre agricole moderne, on peut retourner de façon de cultiver la terre sans les produits chimiques? Oui, absolument. C'est pour ça que j'insiste sur ce mot essentiel, agroforesterie. Vous avez bien compris que dans une forêt naturelle, il n'y a pas de produits chimiques qui soient répandus. Eh bien, jamais vous ne trouverez des arbres plus beaux que dans les forêts. Donc, les arbres poussent sans aucun engrais et sans aucun pesticide. C'est là qu'ils poussent le mieux. C'est ça qu'on voudrait imiter pour l'agriculture de maintenant. Mais est-ce que l'inconvénient, c'est ça pousse beaucoup moins vite? Quoi donc? C'est-à-dire les arbres ou pour agricole, pour cultiver des alimentations. Est-ce que... Mais on mélange les deux. On mélange les deux. C'est pas de la foresterie, c'est de l'agroforesterie. Ah. C'est-à-dire qu'on met les plantes comestibles, les plantes que nous utilisions pour nous alimenter, on les met avec les arbres. Et l'effet est très bon. Si vous avez besoin de blé, voilà, eh bien, vous faites un champ de blé, mais tous les 10 mètres, vous laissez une ligne vide où vous mettez des arbres. Pourquoi 10 mètres? C'est parce qu'il faut pouvoir passer les engins agricoles. Ça pousse tout aussi bien et année après année, le paysan, il voit un capital de bois précieux qui augmente. C'est pas une invention européenne, c'est une invention asiatique. Ouais. Oui. Pourquoi dans ce sens-là, pourquoi on fait comme ça? On n'a plus besoin des produits chimiques? Mais non, parce que dans les rangées d'arbres dont je parle, il y a la faune, les animaux qui viennent manger les parasites du blé. C'est parce qu'on a détruit les arbres qu'on a été obligé de remplacer ces animaux par des produits chimiques. Et si la faune est complète, il n'y aura plus de parasites sur les plantes comestibles. Il faut laisser la nature travailler. D'accord. Et quand on laisse la nature travailler, est-ce que le coût sera plus élevé, c'est-à-dire le prix sera plus élevé ou le temps sera plus long ou non? Non, le temps sera le même, c'est les mêmes plantes. Quant au coût, il sera beaucoup diminué puisque vous n'utiliserez plus de produits chimiques. En outre, le paysan, il va récolter son blé, mais dans quelques années, il pourra récolter ses arbres. Et là, il a beaucoup d'argent. C'est une méthode beaucoup plus économique que l'agriculture actuelle. Mais pourquoi c'était pas appliqué jusqu'à maintenant? Parce que les meilleurs modèles sont dans les pays tropicaux, asiatiques, mais aussi africains. Et nous n'avons pas l'habitude d'imiter les pays tropicaux. D'habitude, on leur demande plutôt de nous imiter, nous. Voilà. Pour une fois, la bonne méthode vient des tropiques. Ok. Mais est-ce que cette méthode, c'est aussi valable, par exemple, pour tous les fruits et légumes? Absolument, bien sûr. D'ailleurs, la communauté européenne est allée assez vite, assez loin. Si un paysan français fait de l'agroforesterie, il va pouvoir recevoir des aides financières de l'Europe. Donc c'est considéré vraiment comme la bonne solution. C'est-à-dire pas seulement c'est plus sain et en plus c'est moins cher parce qu'il y a plus de produits. Et c'est moins cher parce que tout simplement parce que vous laissez
les plantes travailler comme elles veulent le faire, sans intervenir. Il faut s'habituer à ça. C'est quand même impressionnant d'entendre ça parce que si c'est vraiment une solution vraiment une belle solution incroyable parce qu'il n'y a pas de défaut. Je vois pas le défaut pour le moment. Et pourquoi on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant? Pourquoi? Parce qu'on la connaissait pas. Quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Ça se faisait dans les régions tropicales, mais on ne le savait pas. Tandis que maintenant, c'est bien connu. Il y a des très bons livres d'agroforesterie, et maintenant, je crois que ces méthodes-là vont se propager très vite. Ok. Pour certaines études, il est dit les arbres peuvent connaître les hommes. C'est-à-dire, il peut sentir, il peut même, ils savent ce qu'on pense. Ah, écoutez, les arbres nous voient, ça c'est sans aucun doute. Je ne dis pas qu'ils vous reconnaissent personnellement, mais s'il y a un être humain à côté d'un arbre, l'arbre le sait. L'être humain, on le voit. On le voit parce qu'il correspond à une modification locale de la lumière. Et tout ce qui concerne la lumière, les arbres sont absolument excellents. Et vous, est-ce que vous pensez que les plantes ont des émotions? Oui, je le pense, oui. Mais vous avez constaté comment? C'est-à-dire, comment vous pensez que maintenant, la plante, elle a peur, maintenant, elle est contente? Écoutez, nous avons vu ça dans les forêts tropicales. Quand il ne pleut pas, pendant 3 jours, eh bien, les arbres souffrent et ils appellent la pluie. C'est donc là un problème de lutte contre une émotion négative. Et la pluie tombe. Mais comment? C'est-à-dire, comment faire appel? Ah, alors les arbres, là aussi, c'est des molécules volatiles, un peu comme des parfums. Et autour de ces molécules volatiles, les molécules d'eau peuvent s'agglomérer jusqu'à ce qu'une goutte puisse tomber. Et s'il n'y a pas ces molécules volatiles de parfum, il fait sec. Mais l'arbre, il est capable de faire tomber la pluie. C'est très connu des forestiers ici. C'est très connu. Est-ce que dans les forêts secondaires, ce genre de choses peut aussi se produire? Oui, bien sûr. Simplement, dans les forêts secondaires, il y a beaucoup moins d'espèces. Beaucoup moins d'espèces d'arbres et beaucoup moins d'espèces animales. Donc, c'est une biologie beaucoup plus pauvre. D'après vous, est-ce que vous pouvez faire un résumé, c'est-à-dire tous les bénéfices que une forêt peut nous faire? Alors, la première chose, c'est de l'oxygène. Nous en avons tous besoin. Ensuite, du bois. Ensuite, des aliments pour le bétail. En Europe, mais je pense qu'en Chine également, on donne aux animaux des herbes à manger. Eh bien, si vous les laissez choisir entre des herbes et des feuilles d'arbres, ils vont toujours choisir les feuilles d'arbres. Donc, on a là une possibilité de nourrir le bétail. Et puis, toute la biodiversité, elle est en forêt. La forêt, c'est l'endroit où il y a le plus de plantes et d'animaux. Alors, avoir la biodiversité, c'est la garantie d'avoir, par exemple, un sol très fertile. Et tout ça, c'est Bon, j'en passe beaucoup. Il y a les arbres qui donnent des fruits aussi. Il y a des arbres médicinaux très importants, comme votre arbre, l'arbre chinois, le ginkgo. Voilà. Beaucoup de produits chimiques utiles en médecine viennent de l'arbre et de la forêt. En chinois, on parle beaucoup de l'harmonie entre ciel, homme et terre. Oui. D'après vous, comment justement on peut retrouver cette harmonie avec la nature? Ah, lui prêter beaucoup plus d'attention. Vous aurez certainement vu, Ying, vous avez certainement vu que l'homme n'hésite pas à détruire les forêts. Regardez ce qui se passe en ce moment au Brésil, en Amazonie.
Voilà, nous n'hésitons jamais à détruire une forêt. Alors, il faut complètement changer ces méthodes-là. Une forêt, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais même important pour nous. Donc, il faut être beaucoup plus prudent et beaucoup plus tranquille avec les forêts. Alors, c'est là que c'est pas très bien parce qu'on détruit une forêt et on compense en mettant une plantation d'arbres. Ce n'est pas du tout une forêt. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des efforts à faire dans les modes de gestion des forêts françaises, mais on est nombreux à s'en occuper. C'est une question de pourcentage. Vous pouvez prélever quelques arbres dans une forêt sans la détruire. Nous avons en France des forestiers très compétents qui sont capables d'exploiter la forêt sans la détruire. Évidemment, il ne faut pas tout couper, mais on a le droit de couper un certain pourcentage, pas très élevé, mais c'est un pourcentage qui dépend des espèces d'arbres considérées. Si on ne dépasse pas ce pourcentage, la forêt, elle est résiliente, elle va se remettre en place. Et ça peut durer indéfiniment. Ce qui n'est pas bon, c'est de vouloir faire énormément de bénéfices très rapidement. Ça tue la forêt. Un des moteurs des changements climatiques, c'est la disparition des forêts. Vous savez que si cette disparition continue, si elle se poursuit, si elle s'accélère, alors c'est la survie de l'être humain qui va être en danger. Et quand vous dites la survie, il s'agit de quoi? Parce que c'est le dérèglement climatique ou il y a d'autres choses, ça peut aussi... Non, il y a le manque d'oxygène. Il n'y a pas que les arbres, hein. N'importe quelle plante verte produit de l'oxygène. Mais ce sont les arbres qui en produisent le plus. Et c'est une raison pour prendre le plus grand soin des forêts. Et vous avez certains exemples des industriels, comment ils sont en train de massacrer la forêt? Et ça se passe surtout dans les pays tropicaux. J'ai vécu moi-même en Indonésie et j'ai vu la disparition des forêts indonésiennes parce que les coupeurs de bois, les exploitants forestiers, recevaient une aide énorme de la part du gouvernement indonésien. On ne les contrôlait pas, on les aidait financièrement. La forêt indonésienne, elle a pratiquement disparu. Et entre 20 et 40 ans, ça suffit. Donc c'est vite fait. Dans la vie d'un être humain, c'est vite fait. Alors, fort heureusement, les Indonésiens, ils ont encore des agroforêts. Et là, on n'a pas exploité. Et en France, ça se passe comment? En France, ça va. On a des agroforêts, oui, ça vient. Ça commence, mais nous sommes un peu débutants dans ces choses-là, puisque c'est pas notre tradition, c'est des traditions tropicales. Et quelle est votre observation sur l'ensemble, par exemple, de gestion forestière? Tout à l'heure, au début, vous dites, avant, on a planté trop de pins, et maintenant, ça peut changer. Et est-ce qu'il y a d'autres choses où vous pensez que avant c'était mal géré et on peut faire mieux? Oui, sans aucun doute. La chasse est un gros problème aussi. Les forêts ont besoin des animaux, des grands animaux. Je ne parle pas des insectes. Les insectes, bien sûr, la forêt en a besoin, mais ils ne vont pas disparaître. La forêt a besoin des grands animaux. S'il y a trop de grands animaux, alors il faut des prédateurs pour ces animaux. Et donc, il faut des loups et des animaux comme ça qui sont capables de réguler la population animale. Là aussi, on pourrait mieux faire en écartant les chasseurs de beaucoup de forêts. Et pour l'instant, enfin, je ne sais pas quelle est la situation générale au niveau mondial, mais en France, nous avons trop de chasseurs. Confier l'écologie de la forêt aux chasseurs, ça c'est très mauvais. Mais il y a ce qu'on appelle des lobbies, et le lobby des chasseurs est extrêmement puissant chez nous. Non, mais nous allons discuter avec les chasseurs
et ils vont comprendre que la forêt primaire, c'est une énorme source de gibier. Donc ils seront gagnants finalement, les chasseurs. Mais comme ça prend 800 ans, je crois que très peu d'hommes veulent vraiment projeter quelque chose de si loin qui les concerne pas en fait. Attendez, excusez-moi. Mm. Il faudra 7 ou 8 siècles pour avoir la forêt primaire, mais elle nous apportera des choses intéressantes bien avant. Même dans les premières années, les animaux vont comprendre qu'on ne les chasse plus, et donc ils vont se multiplier. Il deviendra très facile de les voir. C'est pas au bout de 8 siècles que ça portera ses fruits. C'est beaucoup plus rapide. Là, je reviens aux pays tropicaux que je connais bien. Les gens ont exploité la forêt, donc elle a souvent disparu. Mais si vous la laissez tranquille, elle repousse vite. Enfin, dans les tropiques, ça va beaucoup plus vite qu'ici. Ça ne sera pas 7 siècles. Ça sera 4 ou 5 siècles seulement. Vous savez, c'est pas un choix, cette durée. C'est la rapidité avec laquelle les arbres poussent. Et on peut rien modifier, on peut pas accélérer. C'est pas notre choix, c'est dans la nature même des arbres. Et selon vous, parce que j'ai vu justement certains articles, pour vous, le moins de l'intervention des hommes, mieux c'est. Oui, absolument, absolument. Oui. Nous ne sommes pas très compétents concernant la forêt. Il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent, que nous ne savons pas. Dans ces conditions-là, c'est beaucoup mieux de laisser la forêt en libre évolution. Vous savez qu'il y avait des forêts sur la planète bien avant l'être humain. Donc ces forêts, elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais est-ce que dans ce sens-là, en France, comme il y a beaucoup de forêts secondaires, est-ce que c'est pas mieux de aussi laisser les forêts secondaires développer, peut-être évoluer vers une forêt primaire? Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ça notre projet. On va trouver des forêts existantes et on va leur donner le statut de libre évolution. Mais on part d'une forêt, bien sûr. Mais un point très important, c'est que les Français, ils ont peur de la forêt. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Moi, je ne parle pas des parcs autour de Paris. Mais dans une forêt lointaine, beaucoup de gens ont peur. Alors, mon message, c'est simplement qu'il faut s'habituer à la forêt et abandonner toute peur. Voilà. Il y a quelques dangers tout de même. Il ne faut pas se perdre. Et il faut faire très attention à ne pas recevoir une branche qui tombe. Donc, s'il y a du vent fort, il ne faut surtout pas se promener en forêt. Mais je tiens à le dire et à le redire avec force, c'est pas dangereux. D'accord. Mais est-ce que dans les forêts, s'il y a jamais des serpents ou des animaux comme le loup que vous avez tout à l'heure dit, ça c'est dangereux du coup, n'est-ce pas? Non. Non? Pas dangereux. Non. Ah. C'est pas dangereux s'il y a la grande faune. C'est très important. Si la grande faune est là, les animaux prédateurs et les loups en particulier, ils vont se nourrir de la grande faune. L'être humain les intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut les chasseurs arrêter de... Ouais, de tuer les animaux. Ouais, d'accord, ok. À ce moment-là, les loups ne poseront aucun problème. Pour vous, chaque espèce, il y a une fonction peut-être, il y a une raison d'être. Oui, c'est exact. Chaque espèce a sa propre place, en effet, et la forêt a besoin de toutes ces espèces. Et vous savez, c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur la planète, la forêt. Quand je dis ça à mes amis qui font de l'informatique, ils ne me croient pas. Ils pensent que l'informatique, elle est bien plus compliquée que les forêts, mais c'est faux.
Informatique, ça, d'abord, vous avez vu que ça marche assez mal. Ensuite, c'est très simple. Demander à un industriel de fabriquer un brin d'herbe, il en est strictement incapable. Et pourquoi vous êtes passionné avec les arbres? Et qu'est-ce qu'ils vous apportent? Ben, simplement, ils m'ont donné beaucoup de plaisir toute ma vie. Ça a été mon objet d'étude et je continue. Voilà. Eh bien, je trouve que tous nos contemporains devraient s'occuper, se pencher sur le problème des arbres parce que nous en avons vraiment besoin. Nous ne pourrions pas vivre sans eux. Est-ce que pour vous, nous sommes au bord de danger, quelque chose en danger, on doit vraiment faire oui, ça? Oui, nous le sommes parce que nous n'avons pas encore de moyens de contrôler la déforestation. Nous la laissons faire, nous sommes démunis en face de la déforestation. Ça me paraît très dangereux. Mais en France, quelle est la règle absolue ou le politique actuel sur la déforestation? Mais il n'y a pas vraiment de politique. Vous croyez qu'il y a une politique? Je crois que nos politiciens, ça les intéresse pas du tout, ces questions-là. C'est-à-dire que tout le monde peut couper les arbres, enfin tous les industriels peuvent couper les arbres selon ils le souhaitent. Non, il y a des réglementations assez solides, mais elles ne sont pas données par le gouvernement actuel, c'est des réglementations anciennes. Donc c'est-à-dire même les réglementations anciennes déjà, c'est-à-dire c'est trop abusif, enfin c'est-à-dire il a coupé déjà trop d'arbres. Oui, on aurait dû arrêter plus tôt. Vous avez raison. Oui. Merci beaucoup, Francis. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Découvrez la nouvelle saison de Shen Yun. Un monde plus beau vous attend. Réservé dès maintenant. En tournée dans toute la France.